Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation sur les données massives et l'intelligence d'affaires. Pour cette présentation, commençons par demander à ChatGPT quel serait le plan idéal pour parler des données massives et de l'intelligence artificielle, l'intelligence d'affaires. Donc il nous propose une introduction, un point sur les statistiques avec la collecte, le regroupement des données et ensuite l'analyse, et puis de faire un point sur l'éthique. Donc merci ChatGPT pour cette recommandation que nous allons suivre. Donc une introduction, collecte, stockage, traitement, parler d'intelligence d'affaires, et ensuite nous finirons avec un petit point sur l'éthique. Donc pour introduire l'intelligence d'affaires et l'intelligence artificielle, je vous propose quelques films. Le premier film, le film Imitation Game, qui raconte la vie d'Alan Turing. Donc Alan Turing qui est le premier à avoir vraiment réussi à mettre en place du machine learning, donc de l'apprentissage machine automatisé. Donc c'était Deuxième Guerre mondiale et il a réussi à développer du machine learning pour décoder les communications allemandes et réussir à décoder le chiffrage de ces communications. Et donc ça a joué un rôle très important dans la Deuxième Guerre mondiale, donc film que je vous recommande. Aujourd'hui, on en est plus avec le film Snowden, donc lanceur d'alerte, qui nous montre comment la NSA surveille les faits et gestes de chacun et la quantité de données qu'ils ont, donc comment vous utilisez, à quelle heure vous mettez votre réveil sur votre smartphone, qu'est-ce que vous consultez sur internet. Donc ils ont l'équivalent d'un Google d'espions, donc ce qui a été dénoncé par le lanceur d'alerte Snowden. Et donc très bon film sur où on en est aujourd'hui des données massives, donc avec les États-Unis qui ont une approche plutôt cachée, parce que la vie privée est très importante dans le monde occidental, et donc on accorde une forte importance à cette caractéristique. Donc on ne veut pas dévoiler nos données privées, elles nous appartiennent, et donc il y a un secret. Tandis que si on regarde du côté chinois, les citoyens sont notés, ils ont un score de s'ils ont un bon comportement, et donc il n'y a pas du tout la même relation vis-à-vis des données. Ce que ça change, c'est que les Chinois ils ont accès à beaucoup plus de données, et pour faire tourner les algorithmes d'intelligence artificielle, la quantité, le volume de données que vous avez va avoir une incidence. Donc du côté des États-Unis, on a plus d'argent avec les GAFA pour développer l'intelligence artificielle, et du côté de la Chine, on a accès à un plus grand nombre de données, et donc il y a naturellement une compétition entre ces deux superpuissances. Le futur, je vous propose le film Minority Report avec Tom Cruise, où grâce à l'intelligence artificielle, on peut imaginer qu'un jour on arrivera à prédire avec exactitude les comportements. Donc dans ce film, ils arrivent à anticiper les crimes, ils savent avec certitude qu'un crime va être commis, et donc ils peuvent l'anticiper. L'idée, c'est que si on connaissait tellement bien nos consommateurs, on pourrait anticiper leurs faits et gestes et influencer sur ces actions. Donc bien sûr que c'est de la science-fiction, mais c'est peut-être un modèle vers lequel on s'oriente. Donc des données, les entreprises en ont une quantité astronomique. Vous avez ici quelques exemples avec Walmart qui crée 2,5 pétabits de data sur les consommateurs chaque heure. Google qui crée 24 pétabits de data par jour, et 100 terabits qui sont versés sur Facebook tous les jours. Donc des données, il y en a plein. Pour reprendre l'exemple de Walmart, avec votre carte de crédit, ils arrivent à reconstituer l'ensemble de vos achats que vous faites au cours d'une année, d'une vie. Et à partir de ces données, ils peuvent estimer à quel moment vous êtes dans la vie. Est-ce que vous êtes un couple marié avec enfants? Est-ce que vous êtes un jeune célibataire? Est-ce que vous êtes une personne âgée? Donc juste à partir de ces données-là, ils peuvent estimer qui vous êtes et estimer dans combien de temps vous allez avoir besoin de certains produits, à quel moment de votre vie vous allez, comment votre panier d'achat va évoluer. Donc, pour synthétiser, les données, ce n'est pas un problème. Et c'est ce qui est dit dans cet article du MIT, c'est qu'on arrive facilement à avoir des données sur à peu près tous les phénomènes. Donc le principal problème n'est pas la collecte de données, mais plus les analyses et les traitements que vous allez faire avec ces données, et comment vous allez implanter de l'intelligence d'affaires au sein de l'entreprise.
comment vous allez modifier la culture pour que les décisions soient prises sur des faits et des données probantes plutôt que sur l'intuition des managers. Donc vous avez cette petite bande dessinée qui illustre bien ce phénomène où on a de plus en plus de données, de plus en plus de graphiques, mais on est de moins en moins capable de les comprendre. Donc maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, donc sur le côté mathématique, donc comment les données sont collectées, comment elles sont stockées, comment les traiter. Même si vous n'aurez pas en tant que marketeur à faire forcément ces analyses, c'est important de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir échanger, interagir avec le service informatique et leur donner les bons éléments pour aider à la prise de décision. Donc tout d'abord la collecte. La collecte active, c'est quand votre consommateur il est impliqué dans la collecte de données. Donc le plus classique, c'est la collecte par questionnaire. Donc vous faites une enquête de satisfaction et puis le consommateur il va répondre à un questionnaire et donc vous allez avoir les informations que vous souhaitez. En faisant attention au phénomène de désirabilité sociale que le répondant va naturellement répondre ce qu'il s'attend que vous lui répondiez. Des exemples un petit peu plus originaux, vous avez Adidas qui propose de faire des chaussures sur mesure à votre pied. Donc ils vont prendre toutes les mesures de votre pied et ils vont vous proposer une chaussure qui est adaptée à votre pied. Mais ce qu'il y a en arrière, c'est que du coup ils vont récolter les données de l'ensemble des pieds des consommateurs. Et donc derrière, même les chaussures qui ne sont pas faites sur mesure, mais ils vont pouvoir s'inspirer de ces données. Vous comprenez bien que d'avoir la morphologie des pieds de l'ensemble des consommateurs d'Adidas, c'est une donnée stratégique qui peut faire une forte différence. Donc collecte active, le consommateur il donne volontairement les mesures, la morphologie de son pied, mais ça va être très important pour l'entreprise. Autre exemple, c'était une grande chaîne d'épicerie qui proposait de vous faire une figurine de vous-même en 3D. Et donc, à nouveau, prise de mesure morphologique. Et donc, on avait l'entreprise derrière, elle a l'ensemble de votre morphologie. Donc, ce qui peut avoir beaucoup d'applications. Donc, pour les vêtements, de faire des vêtements à votre taille, mais aussi pour les rayons. Si on a la taille moyenne des consommateurs, à quel endroit vous mettez les produits dans votre linéaire, dans votre épicerie. Donc, il peut y avoir à nouveau beaucoup d'applications, donc ce sont des données de forte valeur. Ensuite, vous avez la collecte passive. Donc là, le consommateur n'est pas partie prenante, il ne donne pas volontairement ses données. Donc ça peut être, si on reste dans l'épicerie, avec les caméras de surveillance, vous pouvez surveiller le parcours qui est réalisé par le consommateur. Quels sont les rayons les plus empruntés, quelle personne dans quel type de rayon. Vous pouvez aussi faire différentes segmentations par sexe, par âge, à partir de la vidéosurveillance. Mais on peut aussi retrouver ce phénomène sur Internet, où vous avez accès avec Google Analytics, vous savez quelles sont les pages les plus consultées, combien de temps l'individu reste sur ces différentes pages. Donc on a plein d'informations qui peuvent être collectées de manière passive. Un dernier exemple, ce sont les objets connectés où on fait du coup des jumeaux 3D. Donc là, vous avez l'exemple le plus criant, c'est Tesla, où on a l'entreprise a plein d'informations sur les voitures qui circulent. Donc il y a une collecte passive de données en lien avec l'utilisation de la voiture et ils vont pouvoir ajuster le produit à distance avec des mises à jour. Donc ils l'avaient notamment fait avec un durcissement des suspensions à partir d'une certaine vitesse et c'était lié à ces données collectées de manière passive. Le dernier point, les données secondaires, donc qui peuvent avoir un impact sur votre modèle d'affaires. Donc je vais caricaturer, mais si vous vendez des maillots de bain, les données météo peuvent avoir une incidence naturellement sur les ventes ou le réchauffement climatique. Mais l'algorithme, il ne va pas aller spontanément chercher ces données. C'est à vous, en tant que marketeur, de dire, les données météo dans mon modèle d'affaires, elles ont une influence, donc il faudrait les intégrer à l'algorithme pour qu'il le mette comme un des paramètres qui va influencer votre modèle d'affaires. Toutes ces données qui sont collectées, il faut les regrouper, les réunir dans ce qu'on appelle un lac de données. Ce lac de données, il a une grande importance et plusieurs applications. C'est l'idée que chaque département de l'entreprise puisse aller déposer les données, mais aussi les utiliser. C'est pour éviter l'organisation en silo que l'on retrouve dans beaucoup d'entreprises.
La problématique, ça va être la sécurisation de ce lac de données, qui a accès aux informations. Donc il n'y a aucune formule, aucune solution magique, donc ce sont des problématiques de cybersécurité. Mais c'est important que les marketeurs ils aient accès aux données des comptables, aux données de vente, et vice-versa, donc que tout le monde puisse avoir accès à ces données, qu'elles soient regroupées et que chaque département puisse faire des analyses à partir de ces données brutes. Donc, on a dans ce lac de données regroupé l'ensemble des données, il faut maintenant évaluer la qualité des données. Et là, c'est le modèle le plus courant, le plus utilisé, c'est le modèle des 5V. Donc le volume, est-ce que vous avez un grand volume de données? Parce que plus vous avez de données, plus vos algorithmes vont pouvoir tourner avec précision. Deuxième aspect, la vélocité. Dans quelle durée vous arrivez à collecter, traiter vos données et prendre des décisions. Donc la vélocité va avoir la vitesse est très importante pour évaluer la qualité des données. La variété, est-ce que vous avez des données de vente, des données météo, des données socio-économiques, toutes ces données, est-ce que vous avez une grande variété qui va vous permettre d'intégrer beaucoup de paramètres pour prendre toujours de meilleures décisions. La véracité, est-ce que vos données sont vraies? J'en ai parlé un petit peu, le phénomène de désirabilité sociale, c'est un point important. Si vous demandez à un consommateur quel prix il est prêt à payer pour votre produit, il y a des chances qu'il réduise le prix parce qu'il va vouloir le payer le moins cher possible et il aurait peut-être été prêt à payer plus. Donc la véracité va avoir une influence sur la qualité de vos données. Et le dernier V, la valeur. À quel point vos données ont une valeur pour l'entreprise. Donc je reprends le modèle d'Adidas, vous êtes l'entreprise Adidas, vous faites des chaussures, si vous avez les données en lien avec la morphologie des pieds des consommateurs, c'est une donnée qui a une forte valeur pour votre modèle d'entreprise. Mais si vous vendez un produit qui n'a rien à voir et puis vous avez les données de morphologie des pieds, ça n'a pas de valeur pour votre modèle d'affaires. Donc le dernier V qui permet de finir ce modèle pour évaluer la qualité des données. Ensuite, avec toutes ces données, il faut les interpréter. Vous avez ici un exemple que je trouve intéressant. Donc c'est à nouveau, on se replonge, Deuxième Guerre mondiale. Vous avez des avions qui reviennent du front avec plein d'impacts de balles. Et donc vous avez fait statistiquement, vous avez regroupé tous ces impacts de balles et ça vous donne la figure que vous avez ici à l'écran. Et on vous demande quelles seraient les parties à renforcer sur cet avion. Donc sur le prochain avion, où il faut renforcer, quels sont les éléments stratégiques à renforcer. Et là, spontanément, on est tenté de penser qu'il faudrait renforcer les ailes. Et en fait, c'est une erreur d'interprétation. C'est qu'on a regardé tous les avions qui étaient rentrés du combat où ils avaient eu des impacts de balles. Mais tous ceux qui ne sont pas rentrés, ils n'ont pas fait partie des statistiques. Donc en fait, les éléments clés, ce serait plus de renforcer les moteurs et le nez de l'avion parce que eux, ce sont des avions qui ne sont pas rentrés. Alors que spontanément, on aurait pu renforcer les endroits où il y avait les impacts de balles. Donc l'interprétation est quelque chose d'essentiel dans l'intelligence d'affaires. Donc différentes analyses statistiques sont possibles. Donc vous avez la régression, à quel point une variable indépendante va être prédite par des variables dépendantes. Vous avez la corrélation, de regarder comment deux variables sont liées l'une à l'autre. Donc des analyses statistiques basiques. Et vous avez plus évolué le machine learning, l'apprentissage automatique. Là, vous avez deux grandes catégories. Le modèle de régression qui va vous permettre de prédire une variable numérique et vous avez le modèle de classification donc, qui va vous permettre de catégoriser des variables. Par exemple, est-ce qu'un courriel est un spam ou est-ce qu'un courriel n'est pas un spam? Ou cette image représente-t-elle un chien, un chat ou un hamster? Donc on a tous déjà répondu pour entraîner des algorithmes, répondu aux demandes Google d'identifier les voitures, les bus sur des images. Donc là on est dans un modèle de classification. Pour cet apprentissage automatique, il est important de savoir un petit peu quelques bases de comment ça fonctionne. Donc, et un peu
de connaître quelques terminologies. L'étiquette, c'est la variable que vous voulez prédire, par exemple le nombre de ventes, le chiffre d'affaires. Et pour prédire cette étiquette, eh bien, vous allez entrer dans l'algorithme différentes caractéristiques. Donc le taux de natalité, les dépenses publicitaires et donc différentes caractéristiques avec l'objectif de prédire votre étiquette. Comment ça fonctionne ensuite? Eh bien, l'algorithme, il va faire un grand nombre de régressions en fonction des données, des caractéristiques que vous avez données et de l'entraînement que vous avez réalisé dans le passé. Le problème, c'est que toutes ces régressions, elles sont faites de manière automatique par l'ordinateur et on ne sait pas vraiment quelle est la caractéristique et dans quelle proportion, comment ça joue. C'est ce qu'on appelle la boîte noire, la black box, vu qu'il y a beaucoup de la recherche et beaucoup anglophone dans ce domaine. Et donc, il faut prendre une décision sur quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment exactement, on n'arrive pas à comprendre exactement quels ont été les calculs réalisés par l'algorithme. Mais il va falloir quand même s'appuyer dessus pour prendre une décision. Donc voilà le fonctionnement un petit peu de l'apprentissage machine, c'est une multitude de régressions réalisées par l'ordinateur en fonction de ce qu'on lui a appris par le passé. Des liens qui ont été réalisés par le passé où on connaissait notre étiquette, on connaissait les caractéristiques et l'idée c'est on l'entraîne et ensuite on va prédire le futur. Le problème avec l'apprentissage automatique, c'est le phénomène du surapprentissage. C'est-à-dire que l'algorithme va apprendre de manière trop profonde à partir des cas particuliers. Vous avez l'image qui illustre à l'écran où les points orange et les points bleus sont les données sur lesquelles l'algorithme s'est entraîné et les taches orange et le bleu en fond, c'est ce qu'a retenu l'algorithme de ces données. Donc, il a appris en fonction des cas particuliers qui ont été donnés. Le problème, c'est qu'il a tellement appris que, comme vous le voyez sur la nouvelle image où il essaye de prédire les données futures, eh bien, on a des points orange qui se retrouvent dans des zones bleues et des points bleus qui se retrouvent dans des points orange. Ce qu'il aurait fallu qu'il l'apprenne, l'algorithme, c'est peut-être diviser l'image en deux, que tout ce qui était en haut sur le côté soit bleu et tout ce qui était en bas sur le côté soit orange, et donc qu'il arrive à sortir une règle générale et pas une règle spécifique à chacun des points. Donc ça c'est une problématique que doivent gérer les informaticiens, de trouver le bon paramétrage. Mais il faut savoir du côté des marketeurs que quand vous prenez la décision, mais s'il y a eu un phénomène de surapprentissage, eh bien peut-être que les prédictions vont être mauvaises. Donc c'est vraiment peut-être la principale limite du machine learning et ce phénomène de surapprentissage. Donc pour synthétiser, l'apprentissage automatique, c'est un algorithme qui va suivre un code, une méthode qui est fournie par les informaticiens à partir des données qui sont collectées par les marketeurs. L'idée, c'est que cette intelligence artificielle, elle va suivre un code. Elle ne peut pas réinventer son code, elle ne peut pas se corriger ou avoir des sentiments, des émotions. C'est 100% de l'acquis en fonction de ce qui est donné à la machine. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une intelligence artificielle faible, en opposition avec une intelligence artificielle forte, dont l'image qui est dans l'esprit de tous est Terminator, où l'intelligence artificielle finit par avoir des sentiments et ressembler à un humain et se reprogrammer, modifier son propre code, donc quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle. Donc là, c'était la partie mathématique, statistique, et maintenant on va regarder l'application en termes de marketing. Donc vous avez collecté différentes données, vous avez fait tout le processus. Les trois types d'actions que l'on cherche, la compréhension qu'on peut avoir, c'est les données descriptives. Donc vous avez réalisé des statistiques sur les données que vous aviez. Après, un petit peu plus complexe, c'est les données prédictives, de savoir en fonction de différents paramètres qu'est-ce que va être le futur. Et le plus difficile à trouver, mais qui a aussi le plus de valeur pour l'entreprise, comme vous le voyez dans le graphique, c'est les données prescriptives. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif? Quels paramètres je vais modifier qui va me permettre d'atteindre cet objectif? Donc là, on est dans
l'information prescriptive, l'analyse prescriptive, donc qui est la plus difficile à mettre en œuvre en intelligence d'affaires. Si on regarde la mise en œuvre de l'intelligence d'affaires, vous avez ici le cadre conceptuel de la gestion factuelle. Le premier point, c'est définir des objectifs. Donc, quelle est la mission pour laquelle vous allez avoir besoin de l'outil de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil au service de votre mission, de votre objectif. Ce n'est pas une fin en soi, c'est comment ça va aider l'organisation, l'entreprise à atteindre son objectif. Donc, bien définir votre objectif pour lequel vous allez utiliser l'intelligence d'affaires. Ensuite, la collecte des données. Comment vous allez collecter les données? Donc ça, on en a un peu parlé. Comment vous allez les analyser? Puis comment vous allez présenter l'information aux différents départements de l'entreprise pour que ça amène une prise de décision factuelle basée sur des données, sur des faits probants. Donc voici le cadre conceptuel de la gestion factuelle en 5 étapes. L'idée derrière, d'un point de vue marketing, c'est que vous avez des consommateurs. Donc là, vous avez la figure qui a été publiée dans le Journal of Business Research, qui est la plus grosse revue en sciences de gestion. Donc si vous êtes intéressé à la mise en œuvre de l'intelligence d'affaires en marketing, je vous recommande vivement d'aller voir cet article de Hervel et ses collègues. Donc vous avez vos consommateurs qui ont des comportements, qui ont des activités. Du côté de l'organisation, vous avez des ressources physiques, humaines, des ressources informatiques. Et donc, vous allez analyser les comportements de vos consommateurs, leurs envies, pour essayer de sortir des consumer insights, c'est-à-dire d'identifier les besoins de vos consommateurs. Qu'est-ce que vos consommateurs recherchent? À quels besoins votre organisation peut répondre? Et une fois que vous avez bien défini ce besoin, ces préférences de vos consommateurs, ça va impacter votre marketing mixte, donc le produit, le prix, la place, la distribution et la promotion. Donc c'est le modèle d'application de l'intelligence d'affaires en marketing. On avait un autre modèle qui a été développé en collaboration avec des collègues de l'UQTR, donc où on s'est intéressé au parcours client, donc et comment l'entreprise pouvait agir sur ce parcours client avec l'acquisition des consommateurs, comment on les engage comment on échange avec les consommateurs, quelle expérience ce consommateur va avoir quand il interagit avec notre entreprise et quelle est sa valeur à vie, donc sa fidélité, sa satisfaction, son panier moyen. Donc là, on a les différentes étapes et pour chaque étape, le type de données recherchées, le type d'analyse possible et les indicateurs de performance clés, donc en lien avec les différentes étapes, donc pour essayer de guider les petites, moyennes entreprises à mettre en œuvre de l'intelligence d'affaires de manière plus facilitée au sein d'une organisation. Et donc c'est l'exemple avec le musée Pop de Trois-Rivières. Donc naturellement, autour de la collecte de ces données, des traitements, il y a des problématiques éthiques. Donc l'éthique, vous connaissez probablement tous le scandale du Cambridge Analytica où pendant l'élection américaine de Donald Trump, ils ont, basé sur les données des réseaux sociaux, ils ont pu cibler les personnes qui n'étaient pas politisées, qui n'étaient ni démocrates ni républicains et orienter leur action de communication donc, sur ces personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a fait la une de la presse et tout le monde s'est mobilisé, affolé en lien avec cette affaire, mais qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui n'empêche de le faire à nouveau. Les données sur Twitter sont accessibles publiquement, donc vous pouvez tout à fait, en fonction des préférences des internautes, isoler certaines personnes. Toujours en lien avec l'éthique, vous avez la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, donc qui a été mise en œuvre, réalisée par Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton et Yann LeCun, et ils ont eu le prix Nobel d'informatique en lien avec cette recherche. Donc Yoshua Bengio qui est professeur à Montréal, donc c'est quand même intéressant d'aller voir ses travaux et de voir comment qu'est-ce qu'il propose pour une intelligence artificielle plus éthique. Ce qu'il faut savoir avec l'éthique, c'est que ça dépend de chaque individu. C'est qu'est-ce qui est partagé, qu'est-ce qui est moralement acceptable au sein d'un groupe. Donc vous avez le dilemme du tramway.
où on vous propose, là vous êtes le petit personnage et vous devez décider si le tramway va aller vers l'endroit où il y a une personne ou vers l'endroit où il y a 5 personnes. Donc c'est à vous de choisir. Donc là, naturellement, les individus ils choisissent une personne. Et la deuxième phase du dilemme, c'est vous êtes là maintenant en haut d'un pont, vous êtes expert en train, et vous savez que si vous poussez cette personne du haut du pont, ça va arrêter le train et ça va sauver les 5 personnes. Et là, on demande, est-ce que vous êtes prêt? Je vous demande, est-ce que vous êtes prêt à pousser cette personne pour sauver les 5 personnes? Et là, naturellement, on dit non. On dit non parce que moralement, ça ne se fait pas de tuer quelqu'un. Donc même si on aurait pu sauver les 5 personnes, on n'est pas prêt à tuer une personne pour en sauver 5. Et donc l'idée, c'est de qu'est-ce qui est moralement acceptable, qu'est-ce qui est partagé par les individus, par la société. Ce qui est différent de la légalité. Donc la légalité, vous avez la loi P39.1 sur qui traite de la collecte des données et qu'est-ce que l'on peut faire ou ne pas faire. Et donc, notamment, c'est l'idée que quand vous allez collecter des données sur vos consommateurs, vous avez besoin d'un consentement de la part des consommateurs. Après, la limite, c'est que ce consentement, quand vous avez besoin d'une application, vous êtes prêt à signer n'importe quel formulaire de consentement pour pouvoir utiliser Waze, pour pouvoir utiliser Facebook, pour pouvoir utiliser Twitter. Et donc, nous, en tant que consommateurs, qu'internautes, on a tendance à facilement donner des consentements sans jamais lire qu'on donne aux données parce qu'on a vraiment besoin du service. Donc, c'est une limite légale, mais le consentement est important d'un point de vue légal pour l'entreprise. Un autre exemple donc, pour illustrer les problématiques éthiques, donc, c'est sur ChatGPT. Donc ChatGPT qui est un algorithme qui s'est entraîné à partir des données sur le web. Donc ça pose une première question éthique de est-ce que les données sur les réseaux sociaux, les données les poèmes publiés sur Internet, les œuvres de littérature publiées sur Internet, est-ce qu'elles appartiennent vraiment à leurs propriétaires et est-ce que c'est éthique pour un algorithme d'aller s'entraîner avec toutes ces données textuelles qui ont été publiées par différents individus. Donc ça, c'est la première problématique éthique. La deuxième problématique éthique, c'est que ChatGPT a été entraîné avec des Kenyans qui étaient payés $2 de l'heure. Donc leur rôle, c'était de cliquer sur si les réponses de ChatGPT étaient moralement correctes d'un point de vue occidental, ce qui peut être différent d'un point de vue kenyan. Donc on a formé ces Kenyans à la morale américaine. Et ensuite, ces Kenyans, ils ont entraîné l'algorithme pour enlever toutes les réponses xénophobes, toutes les incitations à la haine, et pour que l'algorithme soit un petit peu comme ça nettoyé de ces éléments-là. Parce que quand on entraîne des algorithmes sur des données sur les réseaux sociaux, comme il y a beaucoup de discours xénophobes, de discours macho, l'algorithme a tendance ensuite à être xénophobe et macho. Il y a plusieurs recherches qui l'ont montré. Donc ChatGPT, pour éviter cet écueil, ils ont payé des Kenyans pour entraîner l'algorithme et enlever ces aspects-là. Donc il y a à nouveau un problème éthique sur le salaire, un problème éthique sur la morale américaine, de est-ce que c'est une morale mondiale, est-ce que c'est partagé mondialement. Pour conclure, les différentes étapes sont la collecte, ensuite donc, le lac de données, vérifier la qualité des données, les analyses et passer à l'action. Donc à partir de ces analyses, prendre des décisions au sein de l'organisation.